Optigestion, c'est une société qui a été créée il y a 35 ans. Elle a été créée par d'anciens industriels, des personnes qui aimaient l'entreprise. Donc on est sur le principe du stock picking, de la gestion active. Tous les associés que vous avez ce soir ont tous investi une part significative de leur patrimoine dans la gestion. Donc on va dire que nous sommes très impliqués dans la gestion plus que concernés. Ce qui nous passionne dans le monde des entreprises, ce sont les changements structurels. De plus en plus nombreux, pour certains, parfois ça frôle à la frénésie. On va essayer de donner un peu de contexte à ces grands changements structurels. Et vous verrez, j'ai tendance à être un peu optimiste de nature, donc ça tranche un tout petit peu peut-être avec le climat ambiant, géopolitique ou macroéconomique, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, avec les équipes, nous suivons 220 sociétés dans le monde. Déjà, il y a 8 ans, on parlait de l'intelligence artificielle. C'était un concept à l'époque. Il y avait à l'époque Google qui travaillait sur la question. On va voir que 2023 est une année de rupture, en ce sens qu'on peut l'appeler l'année 1 de l'intelligence artificielle. On va essayer de vous dire pourquoi. Et puis, il y avait autour de ça d'autres moteurs d'innovation, la blockchain, bien sûr. On va en reparler. L'énergie renouvelable et le stockage de cette énergie, puisque l'on veut décarboner à horizon 2035-2050, on verra si on y arrive. Mais ça suppose des technologies qui sont en train de se développer à très grande vitesse. On parlera de la robotique également, et enfin de l'ADN. Des vagues d'innovation majeures comme ça, on n'en a pas vu, hein. C'est une vague massive. Il y avait eu, il y a un siècle, déjà des vagues d'innovation avec l'électricité, etc. Mais ce que nous vivons là actuellement, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Ça fait peur à certains. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut essayer de maîtriser ces changements. Les innovations, elles interagissent entre elles. Elles vont donner, par exemple, pour l'intelligence artificielle et la blockchain, les modèles informatiques. Vous avez tous les chefs d'entreprise qui sont ici ce soir, je pense, ont migré leur informatique dans le cloud. Quelque chose qu'on n'aurait pas fait il y a 15 ans, qui paraît maintenant assez évident, notamment pour une question de sécurité des données. Vous avez le SaaS. Le SaaS, c'est le Software as a Service, c'est la location du logiciel. C'est l'un des business models, on va en reparler ce soir, les plus résilients, les plus robustes, les plus attractifs de la planète. Et on verra les entreprises qui sont les acteurs leaders dans ce secteur. Bien évidemment, le commerce. Nous venons d'une famille de la distribution et on a vu arriver la transformation de l'e-commerce. La fintech, les énergies renouvelables, mobilité autonome, les usines 4.0, conquête spatiale. Donc cette année, rien que cette année, nous avons eu l'émergence de ChatGPT, pour ceux qui l'ont pratiqué, mais derrière ChatGPT, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle. Mais pour y arriver, il faut révolutionner les data centers. Les data centers, la valeur du parc installé, c'est 1000 milliards de dollars dans la planète. Il faut tout refaire. Il faut tout upgrader. Il faut des nouveaux processeurs qu'on appelle des GPU. On verra les acteurs leaders. Le data center va être repensé pour accueillir l'intelligence artificielle. Vous avez comme deuxième expression d'innovation majeure disruptive, les ordinateurs quantiques. Ça y est, on les produit. Les résultats sont spectaculaires. Sur le côté de l'énergie et du stockage d'énergie, de nouvelles générations de batteries solides, beaucoup plus robustes, qui permettent d'encaisser, de stocker beaucoup plus d'énergie, et surtout, en principe, plus sûres. Les panneaux solaires vont connaître des doublements de rendement avec des nouveaux matériaux. On reparlera du nucléaire avec des petits réacteurs nucléaires qui sont en cours de développement. Les voitures électriques se développent. C'est aussi un sujet qu'on va aborder ce soir, avec des niveaux d'autonomie par rapport à la conduite. Sur une échelle de 1 à 5, on est déjà au niveau 3, bientôt le niveau 4. Sur la partie robotique, on a maintenant des générations de robots collaboratifs. C'est-à-dire que le robot, au lieu de faire une seule tâche, va pouvoir faire plusieurs tâches. Pour donner un ordre de grandeur, vous avez aujourd'hui 750 000 robots à l'œuvre chez Amazon. C'est ce qui vous permet, quand vous commandez un objet Amazon, de l'avoir dans la journée, par exemple. Vous allez avoir également les satellites basse orbite. C'est Elon Musk qui a mis au point un système qui s'appelle le Starlink. Si vous êtes au milieu de l'océan, si vous êtes dans les pays comme l'Afrique,
vous n'aviez aucune possibilité d'avoir une connexion Internet. Nous allons avoir bientôt 3 milliards d'humains qui vont pouvoir se connecter à Internet grâce aux satellites basse orbite. Alors là-haut, sur l'ADN, au-delà de l'immunothérapie, vous savez que c'est des enjeux majeurs parce que grâce à l'intelligence artificielle, on estime qu'on va diviser par 4 à 10 le temps de recherche des maladies orphelines ou des maladies graves. Vous allez avoir bientôt le séquençage ADN de votre ADN pour quelques centaines d'euros. Ça vous permettra de vous connaître et d'avoir une vision de la santé préventive et personnalisée. Alors, un des thèmes de 2023, je ne peux pas le passer sous silence, d'autant que l'acteur leader est européen, c'est le traitement du diabète, ça on le savait, et surtout de l'obésité. Donc, vous avez peut-être tous entendu parler d'une société qui s'appelle Novo Nordisk. Il y a une foultitude d'innovations, donc le monde est extrêmement actif. À la verticale, la croissance du marché. Donc un marché, on ne s'occupe pas des marchés en déclin, mais on s'occupe des marchés qui vont aller, on va dire, de 0 à plus 20%. Je vous rappelle que le PIB mondial, c'est 3-4%. Donc quand vous êtes dans des croissances à 10% et plus, vous êtes vraiment dans des secteurs très porteurs. Sur l'autre axe, les abscisses, bien sûr, on va prendre la part de marché relative. Ce n'est pas le tout d'être sur un secteur en forte croissance, encore faut-il que votre entreprise se développe au moins aussi vite, voire plus vite que vos concurrents. Ça, c'est la position des leaders. Vous avez donc en bas à droite ce que nous appelons, excusez du peu, les poids morts. Les poids morts sont des sociétés, ça ne veut pas dire qu'elles sont mortes, mais elles sont simplement sur des marchés qui ne progressent plus, et elles-mêmes sont sur des parts de marché qui ne progressent plus. C'est 60% des sociétés cotées. 60% des sociétés cotées. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a de la place pour la gestion passive. J'achète un ETF, j'achète tout. Ou bien on se dit, finalement, je vais faire un vrai travail de stock picker et je vais chercher les valeurs, les sociétés, les unes après les autres. Mais c'est un avenir encore incertain, ce qu'on appelle des dilemmes. Le dilemme, c'est quoi? On est sûr que le marché est porteur, mais la société est en train de trouver son business model, sa rentabilité, sa croissance, son internationalisation. Donc ça nous intéresse. On les surveille. Dans les 220 sociétés, il y a environ un quart des sociétés qui sont sur ce profil. On peut être sur des marchés entre 0 et 10, avec des acteurs extrêmement puissants, très rentables. On les appelle des vaches à lait. Elles sont importantes, ces vaches à lait, parce qu'elles vous donnent un rendement régulier et elles financent l'innovation et la croissance future. Alors, dans les étoiles, en haut à gauche, par exemple, à NVIDIA, je dois quand même vous citer NVIDIA. NVIDIA, c'est celui qui a pris de l'avance sur les GPU, les fameux processeurs de l'intelligence artificielle. Je ne peux pas ne pas passer sous silence Novo Nordisk. C'est l'acteur, avec Eli Lilly, l'américain, qui fait le produit contre l'obésité. L'obésité, c'est une des maladies les plus diffusées dans le monde. Il y a 600 millions d'obèses. Donc le marché adressable, le marché potentiel, on parle de 100 milliards de dollars de ventes par an. Et Novo Nordisk est l'un des acteurs majeurs. Chez Optigestion, on ne peut pas s'occuper de tout, mais le cercle bleu que je vous ai décrit, c'est notre bread and butter, c'est notre quotidien. C'est en permanence de réviser l'ensemble de ces vaches à lait, de ces étoiles, et un peu les dilemmes pour l'avenir. Toutes nos sociétés sont accessibles en toute transparence sur le site Optigestion. Vous avez l'inventaire de toutes nos sociétés. Donc simplement sur un fonds comme Optigest Monde, qui est notre SICAV Action Valeur de croissance internationale, la première position à ce soir, c'est Microsoft. Alors Microsoft, juste un petit mot sur Microsoft. Il a annoncé cette semaine le lancement de Copilot. Alors Copilot, si vous n'en avez pas entendu parler, vous allez le payer 30 $ par mois et pour chaque poste installé. Donc vous imaginez les revenus potentiels pour Microsoft. Et ça va vous permettre d'améliorer vos présentations Word, les réponses aux mails, l'assistance au quotidien pour planifier des voyages, etc. Donc on est à l'étape 1 de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Le numéro 2, c'est Meta, l'ancien Facebook. NVIDIA, qui est déjà rentré dans ce club des très grosses valeurs. La troisième, Apple, Alphabet,
Salesforce, Amazon, Costco, Adobe, Safran. Donc vous voyez que, alors on a un petit biais américain, mais il faut bien constater qu'aux États-Unis, l'innovation est très bien financée, elle se développe très vite, mais ça n'empêche pas. Je pense que, par exemple, en 2024, il est vraisemblable que Novo Nordisk, que des acteurs européens se retrouvent dans le classement. J'aime bien ce graphique, il est simple et il s'adresse aux chefs d'entreprise. Vous avez 43 sociétés, donc on peut dire que dans le Petit Geste Monde, c'est compliqué de faire le détail de chacune des sociétés. En revanche, si je synthétise tout, si je synthétise les 43 sociétés avec leur poids dans la SICAV, voilà ce que vous obtenez en 2023. Une croissance du chiffre d'affaires de 16%, c'est peu ou prou entre 3 et 4 fois la croissance du PIB. Donc on est déjà dans l'excellence. Vous avez une croissance de l'EBITDA, donc la rentabilité de la société, de 16%. Une valorisation, alors ça c'est une valorisation qu'on utilise beaucoup dans le private equity, parce que ça prend en compte le cash et la dette. Donc la valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA, son multiple est de 15. C'est un peu cher, diront certains, mais c'est largement justifié par rapport à la prime que vous devez payer pour accéder à l'excellence. Si vous êtes soucieux de l'argent investi par le manager de l'entreprise, il faut parler du ROCE. Le ROCE, c'est quand vous prêtez 100 à un entrepreneur, quel est son retour sur le capital que vous lui avez prêté? 21%, on estime qu'au-delà de 15%, on a affaire à des équipes et des managers et des entreprises exceptionnelles. Enfin, on est très soucieux de l'argent qu'on investit dans nos sociétés, et donc la dette sur EBITDA, la santé financière est très importante. Le niveau de dette net par rapport à l'EBITDA, c'est 0,9. Généralement, les banques aiment bien vous prêter jusqu'à 3. Au-delà de 3, 5, 6, 7, 8, il y a des sociétés qu'on appelle des sociétés zombies parce qu'elles ont pris beaucoup de dettes quand les taux étaient à 0. Et on va se poser la question d'ici 1 ou 2 ans, comment elles se refinancent quand les taux sont passés à 4, 5, voire 10%. Au Petit Geste Monde, c'est la SICAV dont je vous parlais est à près de 22% depuis le début de l'année. Petit Geste Europe est une SICAV action éligible au PEA plus 4. Et Patrimoine, qui est un fonds équilibré, qui a eu du mal, qui est à plus 4, qui a eu du mal avec l'environnement des taux. Comme vous savez, les taux sont montés. Mais on ne va pas faire de macro ce soir. Parce que si je devais parler de la macro, je dirais que la macro me désole, mais que la micro me console. Voilà, merci. Exor, c'est une société d'investissement européenne qui est désormais cotée en Hollande, qui allie l'esprit entrepreneurial et la discipline financière, qui détient des participations dans des grandes entreprises et dans des moins grandes entreprises, la capitalisation autour de 20 milliards d'euros. Le TRI sur 12 ans était de 17,6%. 17,6%. L'innovation est partout, mobilité, IA, objets connectés, moteurs hybrides, électriques, grandes marques de luxe, sur plusieurs secteurs, automobile, santé, luxe, médias, sport, récemment services financiers qui ont été cédés. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur John Elkann? D'abord, John Elkann, il ne fait pas son âge. Il est né en 1976 à New York. C'est le chef executive officer de Exor, donc c'est très belle holding d'investissement. Il est président également, donc chairman de Stellantis, un petit conglomérat, vous verrez, de quelques marques pas très connues. Donc Stellantis et Ferrari, chairman de Ferrari. Il a fait des études à Paris, et oui, à Victor Duruy. Il a un parcours très complet, la fabrication dans les ventes, chez Fiat en UK, en Pologne, en France. Il a commencé sa carrière chez General Electric. Il fait de l'audit en Asie, aux États-Unis, en Europe. Il est président de la fondation, ça c'est très important, de son illustre grand-père, Giovanni Agnelli. Il est membre du Conseil international de JP Morgan, pour les banquiers qui sont dans la salle, et également du MoMA. En fait, ce qui caractérise John, pour le connaître un peu, c'est d'abord l'écoute. Il a une écoute exceptionnel. C'est la simplicité, oui, absolument. La clarté, il est très clair dans ce qu'il veut. Son leadership, son côté stratège,
et j'en passe. Bref, il a toutes les qualités d'un très grand capitaine d'industrie. Exor innover pour bâtir des grandes entreprises, qui est le claim de Exor. Président, cher John, je te laisse la parole. Exor est une holding. C'est une holding européenne, plus que 100 ans d'histoire. Notre histoire part avec Fiat, qui a été fondée en 1899 par Giovanni Agnelli, le grand-père de Giovanni Agnelli, qui est mon grand-père. Et l'évolution qu'on a eue entrepreneuriale a été celle de différentes holdings qui ont été créées, dont la première IFI, qui était l'Institut financier industriel en 1927. Et pendant un siècle, on a été très actifs dans beaucoup de domaines et avec beaucoup d'entreprises, dont certaines, les plus importantes, sont ici, et avec grand succès aussi ici en France, qui a été très rapidement le deuxième pays après l'Italie où on s'est développé. Exor naît en 2009, et Exor est la simplification des différentes holdings. Et depuis 2009, on s'est beaucoup développé en changeant de métier, mais aussi en transformant. Et l'innovation, pour nous, a été un grand moteur de cette transformation. Et le plus gros de nos transformations a été le groupe Fiat, qui est devenu aujourd'hui 4 sociétés, qui sont des sociétés performantes et innovantes. Stellantis, Ferrari, CNHI, qui est leader dans les machineries agricoles, et Iveco. Plus récemment, on s'est développé dans la santé grâce aux ressources qu'on a obtenues en vendant Partneret, qui est une société de réassurance que vous voyez en 2019 et vous ne voyez plus en 2023. Donc le portefeuille d'Exor est surtout dans des entreprises. On est des entrepreneurs et notre culture est donc entrepreneuriale avec une discipline financière. Et nous avons aussi des investissements. Les investissements sont sur 2 jambes. Une jambe qui est du capital risque, donc la partie Exor Ventures, et puis une société de gestion qui s'appelle Lingotto, qu'on a fondée cette année en 2023, qui regroupe les activités d'investissement qu'on avait quand on possédait la société de réassurance, qui a été rachetée par Covéa, une importante société française, mutuelle française, qui reste investisseur à nos côtés dans Lingotto. On a une petite équipe, mais une super équipe, donc avec Benoît, Suzanne et moi-même. Notre directeur financier qui s'occupe de toute la partie support. Et on a Noam qui a la responsabilité de la partie Ventures et notre ancien directeur financier Enrico qui s'occupe de Lingotto. Pour nous, les personnes sont très importantes. On considère que tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait, c'est grâce aux personnes et on a beaucoup de chance de travailler avec des personnes qui sont exceptionnelles. Pour construire des grandes entreprises, il faut aussi avoir des personnes de grand talent. On a identifié 4 valeurs, des valeurs qui ont un équilibre entre, par exemple, l'ambition et l'humilité. On pense qu'il faut être ambitieux, mais il faut aussi être humble, plutôt que être patient, mais avoir l'envie d'aller vite. Et on considère que les valeurs sont le facteur unifiant. Donc on a effectivement beaucoup de complexité à l'intérieur d'Exor, et la façon dont on essaye de gérer cette complexité, c'est effectivement en ayant des personnes avec qui on travaille qui ont des valeurs communes aux nôtres. Parmi les critères qui font une grande entreprise, c'est celle d'être responsable, d'agir avec responsabilité. Et un des sujets qui ont été très importants dans la dernière décennie sont liés à ce qui s'appelle l'ESG. Et on a passé beaucoup de temps à réfléchir qu'est-ce que ça impliquait pour nous. Et on considère qu'on a, au cours de plus d'un siècle d'activité, d'être active
dans l'entrepreneuriat, on a toujours agi avec responsabilité. Et donc le ESG est une façon de formaliser certains aspects qui ont toujours été dans la façon dont on travaille. Donc le E, c'est l'environnement, le respect de l'environnement, à essayer de faire des activités qui ont une émission zéro. Le S, c'est la partie sociale. Pour nous, la partie sociale est surtout liée à l'éducation. Donc la fondation Agnelli est dédiée à l'éducation. Le sujet de l'éducation est aussi important pour la contribution sociale des entreprises avec lesquelles on travaille. Et sur la partie G de gouvernance, c'est surtout la capacité à travailler avec des cultures différentes, avoir la capacité d'inclure. Diversity and inclusion. Et nos entreprises se sont développées dans le monde. Donc on considère qu'une de nos forces, et d'ailleurs dans la raison d'être de Stellantis, est celle d'avoir la capacité de travailler dans des cultures différentes où on est. On a 3 secteurs sur lesquels on est concentré. On espère qu'on est dans la partie des étoiles et des vaches à lait. Le secteur de la santé est le secteur dans lequel on a, dans les derniers 12 mois, le plus investi. On a investi en France dans une société qui est l'Institut Mérieux, qui est une holding de la famille Mérieux, qui a comme activité plus importante Biomérieux. Et récemment, on a pris 15% de Philips, qui est une société hollandaise qui est un des leaders entre la technologie et le monde de la santé. Le luxe est le secteur qui est le plus représentatif pour Exor. Ferrari est notre actif principal en termes de valeur. Et donc c'est un secteur qu'on considère a des caractéristiques de temps long qui se lient aussi au nôtre. Et la technologie qui est le moteur d'innovation. Et le moteur d'innovation, c'est ce qui nous permet de rester toujours très près à ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout ce qui se passe demain, raison pour laquelle on a décidé qu'à l'intérieur de nos activités, on avait directement une partie de capital risque. Mais surtout, ce qui est important ce soir, c'est avoir la possibilité de vous écouter et de répondre à toute question que vous avez. Notre approche est une approche qui est pas sur la science elle-même. Donc, par exemple, ce que fait Novo Nordisk au Danemark, qui est une société formidable. Il y a beaucoup de sociétés qui sont dans l'innovation. On fait ça dans le capital risque, donc sur des sociétés qui sont plus petites, mais dans nos participations plus grandes, ce sont des entreprises qui sont des habilitateurs. Donc, ils aident et habilitent ce qui est en train de se passer dans le monde de la santé et aussi essayent de stimuler l'innovation. Donc, notre approche est plus autour de ce qui habilite, plus que sur la science même dans la santé. On a investi dans l'énergie. Donc, on a un investissement dans notre partie capital risque qui sont liés aux énergies. Et par exemple, il y a une société qui s'appelle Nucléo qui est en train de développer le nucléaire. Et on pense que le nucléaire est sûrement... et le nucléaire va se développer sur ces prochains 100 ans avec différents passages, de la fusion à la fission. Il y aura des possibilités. Donc ça, c'est dans notre capital risque. Sur ce qui est les énergies renouvelables, on n'a pas d'investissement dans les énergies renouvelables, mais on a pris une participation dans une société qui s'appelle TAG Energy, qui justement est capable de travailler sur le stockage et a la possibilité de faire en sorte qu'il y ait une énergie décarbonisée et que cette énergie décarbonisée puisse être utilisée quand il y en a besoin. Et le cadre énergétique est en évolution. Donc si on regarde ce qui s'est passé par exemple dans le secteur du transport, on a beaucoup poussé pour décarboniser les voitures, le transport à zéro émission, mais on ne s'est pas vraiment occupé de comment la transmission d'énergie et la production d'énergie passent. Donc on aurait plutôt pensé à essayer de voir comment on peut décarboniser la production d'énergie, la distribution
et après s'occuper des consommateurs d'énergie. Beaucoup de ces enjeux-là sont liés à des choix de politique industrielle et de réglementation sur laquelle on est simplement un interlocuteur qui doit agir par rapport à des cartes qui nous sont données. On propose à notre conseil d'administration quels sont les secteurs dans lesquels on veut se développer, comme ceux que je vous ai présentés. On travaille sur des opportunités et on présente ces opportunités à notre conseil d'administration, qui a la responsabilité de l'approuver. Donc on a un mode de fonctionnement qui est très simple et linéaire. On est une petite équipe, et ce qui est bien d'être une petite équipe, c'est que ça force la responsabilité, et aussi ça évite d'avoir beaucoup de bureaucratie et beaucoup de niveaux où les décisions sont diluées. Et je pense que ça a des limites, parce que ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup et qu'on dépend aussi plus de personnes, mais en même temps, on considère que c'est aussi un point de force. Les deux risques importants, c'est la dette pour nous. Quand il y a trop de dette et les choses vont mal, ce cocktail-là est généralement très mauvais. Donc on fait attention à quels sont les niveaux d'endettement qu'on a chez Exor et qu'on a dans nos entreprises. Et le deuxième risque qu'on regarde, c'est les concentrations. Donc voir quel type de concentration on peut avoir, par exemple à une géographie, par exemple à un secteur, par exemple à une entreprise. On est concentré et on pense que être concentré a aussi des avantages parce que ça permet d'être plus focalisé, mais on n'est pas 100% concentré non plus. Donc ça, c'est les deux paramètres de risque. Ensuite, quels sont les risques opérationnels comme cybersecurity ou d'autres? Ceux-là sont généralement vus par nos entreprises. On a différents process internes. Mon expérience, c'est qu'il faut surtout essayer de réagir quand les choses se passent, plutôt que d'anticiper des risques qui ont souvent une probabilité de jamais se passer. Donc je pense que c'est bien comme process faire ce qui s'appelle du risk assessment, mais je pense qu'il est plus important, c'est quand il y a des problèmes, et il y en a toujours, être rapide à les résoudre. Et ensuite, personnellement, je trouve que les problèmes, c'est bien tant qu'on a envie de les résoudre. Donc je suis optimiste parce que je trouve qu'il y a plein de problèmes, mais c'est pas un problème. Au contraire, ça devrait stimuler à pouvoir essayer de trouver des solutions à ces nombreux problèmes. Parlons de Philips en particulier. Donc on considère qu'on n'est pas un activiste, mais qu'on est actif. Et donc si on regarde la propriété dans l'actionnariat, la gouvernance qui est le conseil d'administration et la leadership qui est la gestion, on considère que ces trois étages doivent être alignés. Et donc, dans le cas de notre prise de participation de Philips, dont on est l'actionnaire plus important, a été très aligné avec ces trois étages. Donc, en termes de gouvernance avec le président et en termes de leadership avec le CEO. Philips, c'est une société qui a eu d'énormes difficultés. Et ces énormes difficultés ont poussé Philips à changer. Donc il y a eu un nouveau président, il y a eu un nouveau CEO, et ils sont très intéressés de travailler avec Exor, et ils voient Exor comme un accélérant par rapport aux transformations qu'ils ont envie de faire. Nos actions sont toujours des actions entrepreneuriales. Donc ce qui nous intéresse, c'est regarder ce qui est le mieux pour l'entreprise, et on considère que les entreprises qui font bien ce qu'elles doivent faire finiront par rendre leurs actionnaires et les autres preneurs des parties sociales plus prospères. L'activiste a un rôle qui est celui de pousser sur des changements de court terme. Ce n'est pas le terrain de jeu qui nous intéresse.
L'industrie du luxe n'est pas une industrie très grande. Elle vaut très cher, mais ce n'est pas une industrie très grande et il n'y a pas énormément de sociétés. Donc, on est intéressé à cette industrie parce qu'on y est et on sera ouvert s'il y a des opportunités qui se présentent. La réalité, c'est que, 1, il n'y a pas énormément d'opportunités. 2, il y a des groupes qui sont très bons, et surtout ici en France, qui sont quand même capables d'acheter à des prix beaucoup plus importants et conséquents de ce que nous, on pourrait faire. Donc, c'est un secteur qui nous intéresse, c'est le secteur plus important en termes de valeur pour Exor, et on est ouvert à des opportunités. Est-ce qu'elles sont actionnables et combien sont actionnables? Pas beaucoup. Ceci étant, Le Boutin est une très très belle entreprise. Ils n'avaient pas envie de vendre, mais ils avaient envie d'être accompagnés. Et il y a eu un dialogue qui a été un dialogue très positif et qui se passe très bien. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est utilisée de façon très pratique. Et on est en génération 1 d'intelligence artificielle, et donc sur l'efficience et l'efficacité. On pense qu'il y aura génération 2, génération 3, qui vont être la capacité à interagir plus avec l'intelligence artificielle comme humain, et de quelle façon on peut être complémentaire. Donc si on regarde AlphaGo, qui était la première grande expérience, ce qui s'est passé, c'est que la machine a gagné ce jeu, qui est un jeu très compliqué, plus compliqué que les échecs, mais le joueur qui était le meilleur joueur du monde, après ça, a joué mieux de ce qu'il avait jamais joué. Donc, on considère que ce n'est pas une substitution, mais en réalité, elle permet une augmentation de nos capacités, de nos potentiels. Et aussi, j'espère que ça va nous permettre de faire des décisions plus rationnelles et probablement moins émotionnelles, mais qui ne s'appliquent pas toujours dans le sport. Les succès, c'est résoudre les difficultés. Ça fait quand même presque 25 ans que je suis impliqué. Et donc sur ces 25 ans, si on veut, il y a probablement 3 étapes. Il y a une première décennie qui a été une décennie de sauver ce qui était sauvable. Donc si on regarde fin des années 90, début des années 2000, pour nos activités, c'était très difficile. Donc on avait des problèmes opérationnels et aussi des problèmes financiers avec beaucoup de dettes. On a dû vendre beaucoup de choses qui étaient très belles, par exemple Château Margaux en France, entre autres. Et une deuxième décennie, développer ce qu'on avait. Et donc là, je dirais l'exemple qui a été le plus fort, ça a été Fiat, qui ensuite est devenu FCA avec la fusion avec Chrysler. Et donc on a vraiment passé beaucoup de temps à développer nos activités. Et puis là, on est dans une troisième phase qui est celle d'essayer de construire dans des secteurs qui sont des secteurs nouveaux pour nous, dont la santé est le principal. Et Benoît, qui est là ce soir, on est le pilote. On est aujourd'hui dans une position où nos entreprises sont intéressantes. Donc si je prends par exemple Stellantis, ou le responsable des technologies qui aujourd'hui aussi à l'ingénierie, Ned Curich, vient d'Amazon. Le CEO de Ferrari était le responsable de l'unité plus importante de ST Microelectronics, qui était une des vaches à lait. Sur la partie des jeunes, c'est vraiment une question de quels sont les parcours qui sont possibles. Je dirais qu'aujourd'hui, les grandes entreprises sont probablement moins attractives qu'elles ne l'étaient. Et on voit ça par rapport au capital risque. On a beaucoup de jeunes avec qui on travaille qui préfèrent créer des entreprises plutôt que travailler dans une entreprise plus établie. On voit aussi qu'il y a des passages. Après une expérience qu'ils ont faite, ils sont aussi preneurs de pouvoir travailler dans une grande entreprise ou qui a travaillé à une expérience d'une grande entreprise. Donc, je suis plus optimiste que vous parce que je pense qu'il y a plus de possibilités. Et je pense qu'il y a plus de gens capables par rapport à mon expérience quand j'ai étudié il y a une vingtaine d'années. S'il y a quelque chose qui se passe, les successions sont assurées. Je pense que ça, c'est la responsabilité plus importante et je me sens très confiant qu'aujourd'hui,
on est sur des plans de succession. S'il y a quelque chose qui se passe pour moi, s'il y a quelque chose qui se passe dans nos différentes entreprises. Par rapport à la génération familiale et quel va être leur engagement et leur intérêt, laisser à une génération qui vient après la possibilité qu'ils puissent s'exprimer au mieux, la meilleure éducation possible pour les intérêts qu'ils ont. La Fondation Agnelli est dédiée à l'éducation et elle a cette capacité de faire du travail conceptuel et d'études et aussi du travail pratique. Donc, 2 exemples. On a essayé de comprendre comment les écoles physiques, les bâtiments des écoles devaient être. Donc, on a beaucoup travaillé sur comment l'espace des écoles peut influencer positivement l'apprentissage. Et après, on a construit une école à Turin grâce au travail qu'on avait fait, qui était un travail d'étude. Ou le projet Matabi, qui est un projet dans lequel Exor est lié, on s'est rendu compte que les mathématiques, il y avait beaucoup de difficultés à apprendre les mathématiques et que les profs de mathématiques apprenaient donc aux enfants entre 8 et 12 ans, qui est très important pour créer un intérêt, les mathématiques de façon qui n'était pas compréhensible. Et donc on a essayé d'étudier avec Lego, qui est la société danoise, de quelle façon, en jouant, on avait la possibilité de comprendre les additions, les soustractions. Donc si on met 2 cubes ensemble, c'est 1 plus 1, ça fait 2 si on les enlève. Et on a développé ce programme Matabi qu'on a lancé cette année au printemps sur 100 écoles en Italie, dans la région de Campagne, qui est Naples, et dans le Veneto, et qui aujourd'hui sont en train de se développer. Et le 3e exemple, on a contribué comme plus grand donneur, comme Stellantis, qui s'appelle le Science Gateway, qui est un projet qui permet au CERN, qui est le plus important centre de recherche élémentaire au monde, qui est à Genève, de pouvoir permettre aux gens d'accéder au CERN. Et c'est 300 000 personnes qui attendent. Donc on a fait ce grand projet avec le CERN. Et on a développé comme Fondation Agnelli un projet pour l'Italie qui s'appelle HOP, HOPE, qui veut dire Hands on Physics, qui sont des modules, 5 modules, qui permettent aux écoles d'apprendre en faisant différentes expérimentations la physique pour des enfants qui ont entre 12 et 13 ans, donc le 6e en France, 6e, 5e. Ceux qui sont les plus intéressés, les plus engagés, auront la possibilité d'aller visiter le CERN et le Science Gateway. Donc l'anecdote de Ferrari est vraiment cette année où Ferrari a gagné Le Mans. Donc ça a été un moment incroyablement émouvant. C'est 24 heures. Et c'était un moment important, c'était les 100 ans du Mans. Et c'était aussi les 50 ans depuis que Ferrari avait quitté le monde des hypercars et qui revenait. Pour nous, c'était incroyable être à Le Mans. On n'aurait jamais pensé qu'on aurait gagné. Et ça a été vraiment 24 heures où progressivement, quelque chose qui semblait, bien qu'on était parti devant, mais qui semblait lointain, s'est réalisé. Et à un certain moment, presque à la fin, la voiture s'est fermée au box parce qu'il devait faire une réparation, mais on n'avait pas vraiment compris. Et on était tellement près, et ça a été un moment, après elle est repartie, et tout s'est bien fini. Donc ça a été sûrement aussi un des moments personnels qui ont été les plus émouvants. Par rapport à mon grand-père passait beaucoup de temps au téléphone. Il y avait, quand il y avait pas des smartphones, donc lui passait beaucoup de temps au téléphone. Donc une des choses qu'il faisait, c'est quand je le rencontrais, il me faisait
Donc j'étais avec lui et après il faisait ses appels où j'avais pas la possibilité d'écouter ce que disait l'autre personne et il trouvait ça très instructif que j'assiste à ces conversations et après il me parlait de ces conversations pour essayer de comprendre si j'avais compris ce que l'autre interlocuteur lui dit. Mais la chose qu'il m'a dit comme conseil, qui est toujours aujourd'hui valable, c'est quand je suis entré dans le conseil d'administration de Fiat, j'avais 21 ans, il m'a dit « Personne ne s'attend que tu saches rien, et donc pose des questions ». Et je pense que ça reste toujours valable, le fait de ne pas avoir peur de ne pas savoir. Le plus gros marché d'automobile au monde est la Chine, et le plus gros marché des voitures électriques au monde est la Chine. Et ce qui s'est passé, surtout dans les dernières 10 années, c'est un développement extraordinaire qu'il y a eu en Chine de voitures électriques qui sont très compétitives et qui sont très bonnes. Et une des raisons intéressantes pour laquelle elles sont très compétitives, c'est que le coût principal des voitures électriques sont les batteries. Et la Chine a été très claire à optimiser sur le coût des batteries, tandis que dans d'autres pays, on a optimisé sur le range, la durée. Et donc, on a aujourd'hui des produits de voitures électriques chinois qui sont très compétitifs par rapport aussi à la technologie principale qui est la batterie. On a récemment annoncé qu'on a pris une participation importante dans un constructeur en Chine, comme Stellantis, Li Auto. Et donc, on est convaincu que ce qui est en train de se faire en Chine est de grande qualité, qui est la raison pour laquelle on a investi. On veut être aussi présent dans le plus grand marché du monde de voitures électriques, qui est la Chine, et aussi avoir la possibilité de pouvoir apporter ces produits dans les différents pays en dehors de Chine et apprendre à comment, dans d'autres pays dans lesquels on opère, on peut être très compétitif. Le marché chinois est le marché plus important pour le luxe. Je pense que c'est à peu près un tiers des profits. Je pense que la vraie question, c'est est-ce que les Chinois vont développer dans les décennies qui viennent aussi des produits qui sont des produits chinois de luxe. Et donc, pour moi, la question intéressante par rapport au luxe et la Chine, c'est est-ce que ce marché sera qu'un marché où, fondamentalement, les marques de luxe non chinoises seront celles qui ont tout ce marché. Le marché plus important pour nous sont les États-Unis. Donc, si on regarde pour Ferrari, pour Stellantis, pour CNHI, pour Philips, le marché plus important sont les États-Unis. Donc, ce qui se passe aux États-Unis est très important et les implications que ça a, dans ce cas-là, sont des implications pour les entreprises très importantes parce que ça permet d'avoir un cycle d'investissement qui nous permet de s'engager sur des investissements très importants. Pour être très concret, on est aujourd'hui, on a annoncé des gigafactories qu'on fait avec des partenaires coréens, Samsung aux États-Unis, qui va beaucoup bénéficier de cette politique que les États-Unis ont fait. Si on regarde à ce qu'on fait, on est très compétitif par rapport aux produits qu'on fait et par rapport à la qualité de nos produits. Donc on considère qu'on n'est pas dans une position de désavantage par rapport à des constructeurs de première génération électrique. Au même temps, on considère que des constructeurs de première génération électrique sont, et surtout les deux entreprises que vous avez mentionnées, Tesla et BYD, sont des sociétés formidables et desquelles on peut apprendre beaucoup et pour lesquelles on a beaucoup d'admiration. On est sur différents projets pour pousser et développer cette infrastructure. Donc elle est plus fonctionnelle pour nos clients et pour les aider par rapport aux besoins qu'ils ont de recharge de nos voitures qu'une ligne d'activité elle-même. Il y a d'autres activités qui sont plus intéressantes pour nous et plus liées à la mobilité.
Ferrari est très confortable par rapport à toute technologie. Donc aujourd'hui, on est très fort dans le thermique, on est très fort dans l'hybride et on est en train de développer l'électrique avec la présentation de la première Ferrari électrique en 2025. Ensuite, c'est le client qui va décider. Et la réglementation qui s'appliquera dans différents pays déterminera quel type de motorisations pourront ou pas être vendues. Au contraire, Ferrari est très libre. Le lithium, une fois qu'il est sorti de terre, il y aura beaucoup de recyclage qui va être utilisé. Donc on peut réutiliser aussi ces matériaux. Après, il y a beaucoup de questions et des arbitrages entre demande-offre des différents matériaux. Et en plus, il y a énormément d'innovations qui est en train d'être faites qui vont permettre d'utiliser moins de matériaux ou utiliser des matériaux différents. Là encore, le moteur thermique peut éventuellement avoir une évolution par rapport aussi à une évolution de e-fuels qui sont tous les essences décarbonisées. Hein. Ce qui est important comme entreprise, c'est essayer d'être prêt à pouvoir s'adapter et essayer d'anticiper quelles sont les technologies à utiliser. Le sport, c'est pas un actif de luxe, c'est plus un actif de entertainment, je ne sais pas comment on dit en France, loisir. Le sport s'est énormément développé pour une seule raison, c'est que dans tout ce qui est loisir, c'est le seul qui a une valeur directe. Le match de foot maintenant, si la France joue maintenant, probablement vous ne serez pas tous ici. Donc ça a beaucoup de valeur, être le fait immédiat. Et le reste, en réalité, on peut le voir après. Un film, on peut le voir après, sur tout ce qui est sur commande. Donc la valeur du sport, c'est le fait que c'est immédiat. Et nous, on est très content d'être dans le sport avec Ferrari en Formule 1 et avec la Juve dans le foot. La Juve, c'est 100 ans. On est la famille au monde qui possède une franchise de sport pendant le plus longtemps. Et l'attachement avec la Juve est sûrement avec le foot plus fort par rapport à la Formule 1. Merci infiniment, John.